Il était habillé en gris. Vous savez, ce sont des détails qui choquent un enfant de 13 ans. Il était habillé en gris et il avait un chat dans ses bras. Il avait un chat? Oui, qu'il caressait. Je dois dire que pour une petite fille de 13 ans, lorsqu'on voit un homme qui caresse un animal, on n'en a pas vraiment peur. Il est arrivé en caressant ce chat. Il est allé vers mon père, qui était assez imposant de taille. Il l'a regardé des pieds à la tête sans dire un mot. Puis il est allé voir maman, avec un petit sourire pincé. Puis il est revenu me voir, il m'a caressé la joue, il a dit que j'étais jolie. Et comme ça, d'un seul coup, il se retourne et il dit à maman, « Vous avez d'autres enfants ?» Et ma mère était une mère fière de ses gosses, et elle a dit, « Oui, j'ai 2 autres enfants plus jeunes qui sont à la campagne. » Il lui a demandé où se trouvaient les gosses. Maman a répondu que les enfants étaient partis au moment des bombardements de Lyon et qu'elle n'avait pas encore leur adresse, ce qui était vrai d'ailleurs. Barbie est venu vers moi et m'a posé la même question une fois de plus. J'étais comme maman, je ne pouvais pas répondre. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, madame, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Merci. Je dois dire que il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. On a parlé de torture, Monsieur le Président. Je crois que la torture morale, c'est pire que tout. Le premier soir, il m'a ramené à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Je crois que cette morale-là, personne ne peut l'excuser. Cette torture-là, il n'y a pas de morale qui peut excuser ça. Maman était plus mal en point que moi. Elle ne pouvait toujours pas répondre, elle ne pouvait pas donner l'adresse des enfants, elle ne la savait pas, et même si elle l'avait su, est-ce qu'elle aurait pu dénoncer ses enfants? C'était pas possible. Pendant toute une semaine, ça a duré, cette comédie, ces sévices. Je partais à la Gestapo, quelquefois c'était lui qui venait me chercher, la plupart du temps c'était lui qui me ramenait. Et puis un jour, comme ça, sans m'avertir, sans rien du tout, et ça c'est encore une torture que je ne pourrai jamais lui pardonner, monsieur, même s'il demandait pardon, ce qu'il n'a pas fait. Il m'a mis dans une autre cellule. Si bien que maman, ne me voyant pas rentrer, et mes camarades qui sont ici, que je ne connais pas personnellement, mais qui eux ont connu la prison aussi, peuvent dire que lorsque quelqu'un ne rentrait pas d'un interrogatoire, on était en droit de croire la personne était morte. Et c'est ce que ma mère a pensé pendant ces 15 jours où elle est restée toute loin de moi dans une cellule. Quant à moi, je pensais simplement qu'elle avait pris le relais. Vous savez, c'est bien difficile de ne plus se souvenir de l'homme qui vous a fait le plus de mal. Le premier, il y en a eu beaucoup d'autres après, dans les camps. Mais disons qu'il avait cet avantage unique d'être le premier à m'avoir frappé et à m'avoir torturé de la sorte. C'est parce que je ne voudrais pas que mes enfants et mes petits-enfants revoient ces choses-là. Parce que je voudrais que vous rendiez un peu de justice à ceux qui sont encore vivants et que ceux qui nous ont envoyés là-bas soient punis. Je ne vais pas vous apprendre votre métier, je m'en excuse, mais c'est vraiment dans cet espoir que je suis ici. Vous savez, à Auschwitz, je suis restée avec maman jusqu'au 23 août 1944. Le 23 août 1944, c'était le jour de la libération de Paris. Pour moi, c'est le jour de la mort de ma mère. Elle a été gazée et brûlée. Ça existe, les chambres à gaz. Mon père a fait partie du dernier convoi qui est parti de Lyon pour Auschwitz.
celui du 11 août 1944. J'ai appris qu'il y avait retrouvé mes neveux, qui étaient nés l'un en 1935, l'autre en 1937. Mes deux jeunes neveux ont été gazés à Auschwitz. Et mon père est rentré au camp. Je passerai sur le camp. Les souffrances du camp, vous savez, c'était quelque chose d'incroyable. Vous racontez les femmes qui en avaient assez et qui se jetaient dans les barbelés, je crois que tout le monde le sait. Vous racontez les mamans qui partaient à la chambre à gaz, qui faisaient quelquefois 3 heures de queue pour être gazées. Elles donnaient la main à leurs enfants et elles chantaient pour aller à la chambre à gaz, monsieur. Elles essayaient d'encourager leurs petits. Moi, je voudrais dire, si vous le permettez, à ceux qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, je voudrais leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent faire un voyage à Auschwitz. Ils verront que les chambres à gaz sont griffées jusqu'au plafond. On voit des griffes dans le mur. Ça, c'est la réalité. Ce procès a fait que les digues ont lâché. Tout ce qui était refoulé chez les témoins, tout ce qu'ils n'ont jamais osé dire, qu'ils n'ont pas pu dire. Ce jour-là, les digues ont lâché. Et l'eau a commencé à déferler, à couler dans tous les sens. Et les gens ont parlé, ont dit des choses qu'ils ont retenues pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans. Le 18 janvier 1945, nous sommes partis en évacuation. Ça aussi, c'était quelque chose de tragique, la grande évacuation d'Auschwitz. J'ai rencontré un commando d'hommes dans la neige de la Haute-Silésie. Vous savez, il faisait très très froid à Auschwitz à cette période. Moins 30, moins 35 peut-être. On n'avait rien pour manger, rien pour s'habiller et nous faisions cette marche à pied. Je vous ai dit que mon père avait une taille très imposante. Et puis j'ai rencontré une colonne d'hommes. J'ai vu une tête qui émergeait. Je me suis rendu compte que c'était mon père. On s'est fait un signe de la main. Ça m'embête d'en parler parce que mes frères et sœurs sont dans la salle. Et ça va leur faire mal. Les Allemands étaient en civil. Ils n'avaient plus que leurs bottes et leurs capotes pour avoir chaud. Les Russes arrivaient. Un Allemand m'a dit « C'est ton père ?» J'ai dit oui. Il m'a dit « Va l'embrasser ». Il a fait signe à mon père de venir. Et au moment où il allait m'embrasser, non merci monsieur, au moment où il allait m'embrasser, on l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la tête. C'est pas Barbie qui lui a tiré une balle dans la tête, mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. C'est lui qui est le responsable premier, le premier des responsables, le premier du responsable de mon malheur. Comment voulez-vous que j'oublie cet homme? C'est pas possible. Voilà.